Alors merci d'être là. Donc, je vais vous parler de GA4 et on va essayer de voir ensemble si c'est plutôt une opportunité ou plutôt une catastrophe pour le SEO. Peut-être juste à main levée, qui utilise déjà GA4? Donc, ouais, une bonne partie de la population. C'est bien, bravo. Mais on va en parler. Donc, quelques petits mots sur moi. Donc, moi, je suis Sébastien Monnier, je suis spécialiste Google Analytics et Google Tag Manager. Server-side aussi, GTM, on pourra en parler. De BigQuery, qui est le data warehouse de Google, qui est aussi connecté à GA4. Et on fait aussi tout ce qui est data avancé pour le SEO, avec des connecteurs BigQuery en particulier. Alors, en quelques mots, on va parler de quoi? On va déjà rappeler un petit peu ce que c'est que GA4. J'en ai parlé l'année dernière, j'en ai parlé il y a 2 ans, j'en parlerai peut-être l'année prochaine. Ça commence à faire beaucoup de conférences sur GA, mais à chaque fois ça évolue. On va aussi voir les sources de trafic. Ça a énormément évolué par rapport à Universal Analytics. Alors, parfois je parlerai de GA3 ou de Universal Analytics. C'est la même chose, hein. C'est l'ancien GA, celui qu'on connaissait depuis 2005. Le décompte des utilisateurs dans GA4 a beaucoup changé, on va le voir, et aussi tout ce qui est objectif et conversion. Alors, en quelques mots. GA4, c'est quoi? C'est globalement l'évolution de Analytics pour Firebase, qui, en gros, la promesse, c'est de pouvoir avoir Analytics pour le web et Analytics pour les apps sur le même outil. Ça, c'est la promesse, et d'ailleurs, ça fonctionne plutôt pas mal, même s'il y a quand même beaucoup de problèmes, on va le voir. Il faut bien avoir conscience que la fin de Universal Analytics est prévue en juillet 2023. C'est dans quelques mois. D'accord? C'est déjà trop tard si vous n'avez pas encore installé GA4 pour avoir un an d'historique. Et a priori, non, Google ne va probablement pas repousser la deadline, puisque déjà, ils ont des problèmes avec le RGPD, puis ça leur coûte cher d'avoir 2 outils en commun. Donc, n'espérez pas que la deadline soit repoussée. La deadline est pour octobre pour la version payante, donc éventuellement elle repousserait peut-être pour octobre, mais franchement fin 2023, en tout cas c'est sûr, c'est mort, GA3, ça disparaît. GA4 c'est aussi un nouveau modèle de données avec de nouvelles approches, on va en parler. C'est plus RGPD friendly, puisque désormais quand on se connecte, quand on est sur un site depuis une IP européenne, on est traité en priorité par des serveurs européens, ce qui n'était pas le cas avec Universal Analytics où les serveurs américains prenaient le dessus. Par contre, il y a encore beaucoup de bugs. Par exemple, il y a 2 jours, pendant plusieurs heures, le temps réel était à 0. Voilà. Et c'est un peu difficile de s'y retrouver, donc on va voir ça. Alors, d'abord, au niveau des sources de trafic, ce qui ne change pas ou peu. On a les paramètres UTM, donc les fameux paramètres UTM qu'on utilise pour les campagnes email, les campagnes Facebook, en gros toutes les campagnes hors Google Ads. Ça, vous pouvez continuer à utiliser la même chose, UTM source, UTM medium, UTM campagne. Attention cependant, j'ai fait des tests il y a peu de temps. Avant, on pouvait utiliser dièse UTM source plutôt que point d'interrogation UTM source. A priori, ça ne marche plus d'utiliser dièse, en tout cas, ça ne marche plus par défaut. Les UTM term, UTM content étaient encore mal pris en compte jusqu'à il y a quelques semaines. Maintenant, a priori, c'est mieux, mais bon, c'est pas encore forcément toujours parfait. UTM ID, qui existait déjà dans GA3, mais assez peu utilisé, va désormais devenir obligatoire si vous utilisez une fonctionnalité qui est l'import de coûts, qui est assez peu utilisée, mais qui est plutôt sympa, qui vous permet de pouvoir intégrer dans GA, donc que ce soit GA3 ou GA4 en l'occurrence, vos coûts de campagne Facebook, les coûts de campagne Bing, en fait tout ce qui est en dehors de l'univers Google, et vous permet de pouvoir calculer le retour sur investissement, en fait le ROAS, en fait directement dans l'outil GA. Alors il n'y a pas encore l'affichage dans GA4 sur ça, mais par contre on peut déjà lancer l'import de coûts, même si pour l'instant ça ne sert à rien. Même chose qui ne sert à rien mais qui existe déjà, il y a 3 nouveaux UTM qui sont arrivés, UTM Source Platform, Creative Format et Marketing Tactique. Pour l'instant Google le recommande. C'est pas pris en compte, donc ça sert un peu à rien, mais par contre, on va sans doute le voir arriver dans l'interface d'ici quelques semaines, quelques mois. Okay, donc il y a beaucoup de choses comme ça au fur et à mesure. Il faut le faire, mais dans l'interface, on ne le voit pas. C'est un peu frustrant, mais dans un an, ça sera génial.
Alors, ça c'est plus pour les anciens, pour ceux qui faisaient du SEO avant 2014. On avait les mots-clés dans l'interface. Maintenant, on a le Not Provided qu'on a dans GA3, vous connaissez sans doute tous. Non, les mots-clés ne vont pas revenir miraculeusement avec GA4, je le précise. D'ailleurs, j'ai même vu que globalement, le manuel terme donc, est défini à Not Provided pour le trafic organique. Donc même les quelques mots-clés qui restaient, parfois, là, je ne retrouve pas dans GA4. Le trafic SEO est toujours présenté comme organique et il y a un peu plus de moteurs reconnus. Donc ils ont mis à jour leur liste de moteurs, donc c'est toujours ça de prix. Alors, ce qui change au niveau des sources de trafic, beaucoup de choses. Alors, j'ai un petit rappel sur GA3, Universal Analytics. Le comportement par défaut, c'était l'attribution au trafic, au last click indirect. Donc, si on avait quelqu'un qui venait du CPC, puis de organique, puis faisait une visite directe et enfin convertissait, donc acheter par exemple, on allait avoir la conversion qui allait être attribuée à organique, pas à direct, puisque direct, ce n'est pas considéré comme une véritable source de trafic. D'accord ? Sauf sur le rapport multicanal où là, on pouvait choisir son modèle. D'accord ? Donc ça, c'est le comportement par défaut de Universal Analytics. D'accord ? Donc un modèle d'attribution par défaut et après, dans le multicanal, on voit plein de choses. Dans GA4, vous allez avoir plusieurs informations, plusieurs dimensions pour l'acquisition. Vous allez avoir la première source de l'utilisateur, donc le first user source, et la source de la session. Parce qu'il y a encore un peu la notion de session dans GA4, notamment pour l'acquisition. Et vous allez avoir source tout court, sans préciser si on parle de la session, d'utilisateur ou d'autre chose. C'est un petit peu étonnant et on va voir ce que ça donne. Alors, petit exemple dans GA4, donc on reprend CPC organique direct. La première source de l'utilisateur, ça sera CPC, assez logiquement. Source de la session, ça sera organique, à condition évidemment que CPC et organique ne soient pas dans la même session. Donc une session, dans GA4, ça se termine au bout de 30 minutes. D'accord ? Et source, donc on va surtout voir au niveau des conversions, va dépendre du modèle d'attribution choisi. Parce qu'on peut choisir un modèle d'attribution qui va être le modèle d'attribution qui va s'appliquer à toutes les dimensions source, médium, campagne qui vont être associées aux conversions, aussi bien dans les rapports par défaut que dans l'explorateur ou dans l'API et donc dans Data Studio. Alors, on peut choisir ce modèle, c'est dans Administration, Paramètres d'attribution. Je vous conseille vivement d'aller voir comment c'est configuré. Par défaut, c'est désormais le modèle Data Driven, donc en français basé sur les données. Faut savoir que c'est un choix, donc si vous modifiez, passez le premier clic à last click ou peu importe, ça sera un choix rétroactif. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire que vous pouvez dire bah tiens je regarde ce qui se passe en premier clic, non je regarde en data driven ce qui se passe, donc ça c'est plutôt sympa. Mais par contre ça impacte l'ensemble de la propriété. Donc si vous êtes en train de faire vous amuser en fait dans votre coin et qu'il y a votre boss qui regarde les données en même temps, ça bouge, qu'est-ce qui se passe, vous allez pas, ça va être un peu n'importe quoi. Donc sur les grands comptes, va falloir avoir une bonne gouvernance. Et ça impacte non seulement évidemment Analytics, mais, et ça c'est vraiment une nouveauté par rapport à GA4, ça impacte aussi l'API. Et donc Data Studio. C'est-à-dire que vous changez, une personne il a accès que à Data Studio. Et quelqu'un change dans GA, passe de last click à first click, eh bien la personne, le lendemain, elle aura des données différentes sur son Data Studio, elle ne va rien comprendre. Okay, donc ça c'est vraiment extrêmement important à avoir ça en tête. Pour l'instant, je n'ai pas encore beaucoup le cas parce que les GA4 est un peu sous-utilisé, mais dans 1 an, 2 ans, je sens que ça va être le bordel si Google ne change pas ça. Alors, je vous ai parlé de l'attribution data-driven. C'est quoi ce mot barbare? Donc, traduit par basé sur les données. C'est pour mieux comprendre l'impact réel de la source des sources de trafic sur la conversion. Il faut voir qu'on soit sur un modèle d'attribution en premier clic ou en dernier clic, ou en modèle en U, ou peu importe le modèle, il n'y en a aucun qui est parfait, il y a forcément beaucoup de biais. Et l'idée d'avoir un modèle basé sur du machine learning et de l'IA, c'est de pouvoir un peu corriger ça. Donc ça va être basé sur des probabilités de conversion. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça va analyser l'ensemble des chemins, et pas uniquement les chemins qui ont converti. Donc par exemple, là, ça c'est l'exemple que donne Google. On voit 2 chemins, donc fait CPC, social, affiliate, et termine par du search, a priori organique. Search ad, a priori, peu importe. Et on se retrouve que si on n'avait pas fait le dernier chemin, on aurait eu 50% en gros de probabilité de conversion en moins. Ce qui fait qu'on va pouvoir ajouter
on va se dire, ah bah tiens, quand même, cette source de trafic-là, elle m'a quand même été vraiment utile. Donc on lui rajoute des points en plus. Donc Google fait tout son petit calcul dans son coin. C'est un petit peu opaque, mais c'est quand même plus intéressant, de mon point de vue en tout cas. Alors, petit exemple, dans la section publicité, dans le menu, vous trouvez Advertising, si vous avez l'interface en anglais. Vous allez pouvoir voir le détail de tous les chemins et les pourcentages attribués à chaque chemin. Donc, si vous, évidemment, sélectionnez Data Driven Attribution. Donc, petit exemple. Là, sur un client, il y avait 8 transactions qui ont été faites par Paid Search, puis 3 fois organique. D'accord, pour 347 €. Et les 347 € ont été attribués en Data Driven 100% au Paid Search. L'organique, 0, nada. D'accord. Un autre cas un peu moins flagrant, mais où l'organique, pour le coup, cette fois, c'est 23% attribué. Donc parfois, l'organique peut être à plus, etc. Donc ça va être compliqué de savoir qu'est-ce qu'on doit utiliser comme modèle d'attribution. Alors, quel impact sur le SEO? Globalement, ce que je pense, c'est que ça va avoir un impact pour notamment les SEO qui ont tendance à se dire oui, super, on a largement augmenté l'impact du SEO, surtout sur les grandes marques, tous ceux qui ont beaucoup de requêtes de notoriété, qui apparaissent souvent en fin de chemin, juste avant la conversion, et qui ressemblent beaucoup à de la visite directe finalement. Les SEO peuvent avoir tendance à se dire ah oui, c'est grâce à moi, en fait, grâce à mon travail de SEO, alors qu'en fait, c'est du travail de branding majoritairement. Et ça, avec le data-driven, Google Analytics va quand même réussir à comprendre que le trafic SEO de fin de chemin, quand tu as déjà été beaucoup impacté par la publicité, n'est pas forcément ce trafic-là qui a été le plus à même de donner les arguments pour convertir. Donc ça va largement baisser en fait en termes de notation pour ça. Par contre, ça va privilégier ce que j'appellerais le trafic SEO de découverte. Donc tout ce qui est requête générique, ce que j'appellerais un peu le vrai travail de SEO pour essayer de se positionner sur de nouvelles requêtes et acquérir de nouveaux trafics. Et notamment tous les gens qui travaillent énormément le SEO et qui sont un peu bouffés leur conversion par du travail de remarketing, si vous avez des grosses campagnes Criteo derrière, votre trafic SEO il va être bouffé si vous regardez tout en last click, et ça c'est un petit peu énervant. En conclusion, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un peu de discussion entre le SEO, le SIA, le social. Bon, ça, oh non, je veux du first click, je veux du last click, je veux du data driven. Donc ça va être un petit peu la foire d'empoigne à qui va vouloir quoi. Donc bon courage dans les grands groupes pour savoir comment gérer ça. Mais bon, c'est à gérer. Moi, je préfère le data driven de manière générale, même si c'est assez opaque. Alors, autre point. Donc rien à voir avec la source de trafic directement, mais les landing pages, donc page de destination, qui est la première page de la session, ça a disparu. Alors c'était quand même un rapport qui était depuis 2005 dans Universal Analytics que je regardais tous les jours en tant que SEO. Et là, ça a disparu de l'interface par défaut de GA4. C'est quand même absurde. Heureusement, on peut la retrouver, mais ça demande un peu de travail. Donc là, vous pouvez prendre en photo si vous voulez. Comment faire? Il faut aller dans Bibliothèque, qui est dans les rapports par défaut. Là, ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir entièrement modéliser votre menu. Donc, s'il y a des éléments du menu que vous ne voulez pas, vous pouvez les supprimer, mais vous pouvez aussi rajouter des nouveaux rapports. C'est aussi là où vous pourrez rajouter les données Search Console, par exemple, si vous faites la liaison. Et donc, vous pouvez créer un rapport détaillé, sélectionner page de destination, session, sauver et mettre ça dans une collection, comme c'est appelé. Et là, vous retrouvez enfin vos landing pages, et savoir que c'est aussi filtrable. Donc si vous voulez avoir uniquement les landing pages Google mobile et un autre avec landing page Google desktop, c'est possible. Donc vous pouvez commencer à vous amuser un petit peu sur GA4, quand même pas avec la flexibilité de Data Studio, mais il y a quand même des personnalisations qui sont sympas. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que là aussi, tout le monde a accès. Ce n'est pas vous qui personnalisez votre propre menu, c'est le menu, il est disponible pour tout le monde. Donc, si vous faites n'importe quoi, votre boss le verra aussi. Alors, les utilisateurs. Grand changement pour ça dans GA. Alors petit, je ne sais pas si c'est un rappel ou autre, mais maintenant on a le mode de consentement, le consent mode, qui est aussi bien pour Google Analytics que pour Google Ads. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pour Google pour se permettre d'obtenir quand même une vision d'ensemble assez précise, même si les gens n'ont pas forcément activé le tracking. Il faut savoir que de plus en plus de gens ne déclenchent Google Analytics et donc Google Ads forcément aussi, une fois les finalités de tracking ou publicitaires consenties
consenti. Et on se retrouve parfois avec des grosses chutes de trafic collecté, souvent de l'ordre de 30 à 40% en moins, ce qui pose quand même d'énormes problèmes pour pouvoir bien visualiser. Donc la solution, c'est le consent mode. OK ? Qui est sympa, enfin, ça demande un peu ces techniques un petit peu à installer, mais je vous conseille de le faire. Alors, comment ça marche? Alors, c'est très résumé hein, ici. Donc, ça rajoute un paramètre. Donc le paramètre Google Consent State que vous verrez dans ce que vous envoyez à GA. Si le GCS égale à 100, c'est pas consenti. D'accord. Et donc c'est envoyé dans un process à part hein, où en gros Google va pas poser de cookies et il va se dire eh ben tiens je vais l'utiliser uniquement pour les données agrégées. On va pas pouvoir segmenter ou faire quoi que ce soit. Ça me permettra juste de pouvoir alimenter en fait mon IA, mais ça ne me permet pas d'identifier une personne en particulier. Par contre, si c'est en GCS égale 111, là c'est traité normalement comme on connaît habituellement. D'accord? Alors, et ça compte dans le choix. Donc si vous avez le consent mode activé sur votre site et que derrière vous n'avez pas du tout utilisé donc l'identification de reporting identity en anglais, eh bien ça fonctionne. Donc il y a 3 méthodes pour identifier les utilisateurs: mélanger, observer et baser sur l'appareil. On va voir ça un petit peu dans le détail. Avant de voir en détail, on va peut-être rappeler aussi quelque chose. C'est un choix qui compte, donc ça va modifier la manière dont le nom de l'utilisateur est compté, et c'est le même choix pour tous les utilisateurs de la propriété, là aussi. Hein, comme on a vu tout à l'heure, donc ça impacte tout le monde. Donc vous faites le changement, même dans Data Studio, ça va changer. Ah bah je comprends pas, avant j'avais 10 000 utilisateurs, maintenant j'en ai 12 000, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant le mois était déjà passé, donc pourquoi il y a eu des changements? Donc ça, ne pas modifier à la légère, il va falloir quand même bien se synchroniser pour savoir ça. Alors, comment ça marche? Le mélanger, donc c'est par défaut déjà, donc ça prend en compte le consent mode, donc ça va rajouter un pourcentage d'utilisateurs en fonction du pourcentage de personnes qui n'a pas consenti. Ça prend aussi donc le user ID. Donc si vous envoyez l'ID CRM de vos utilisateurs, donc une fois qu'ils sont connectés, hein, évidemment, ça peut permettre de faire des déduplications entre devices ou entre browsers, par exemple. Ça prend aussi donc l'ID Google, donc ça vient des Google Signals. Donc si quelqu'un est connecté avec son compte Google entre son mobile et son desktop, dans certaines conditions, Google va pouvoir repérer que c'est la même personne et donc dédupliquer aussi le nom d'utilisateur. Évidemment, si on n'a aucune de ces informations-là, c'est le cookie qui est utilisé en priorité. Donc observer, c'est la même chose, mais sans le consent mode. Et basé sur l'appareil, pour le coup, c'est comme GA3, c'est le truc assez classique, où on n'a que le cookie. Cookie ou device ID si on est sur les apps, hein, mais bon. Je parle surtout sur les web. Alors, attention au seuil, extrêmement important. Quand vous utilisez mélanger ou observer, vous allez avoir un gros problème au niveau des seuils utilisateurs. Si vous utilisez par exemple un entonnoir et que vous avez, je sais pas, on va dire 100 add to cart et que vous avez 10 transactions derrière, eh bien, si vous êtes en mélanger ou observer, vous vous retrouverez avec 0 transaction, puisque en dessous de en gros 20 à 30 utilisateurs, Google dit non, là c'est trop précis en fait et on pourrait redeviner un petit peu qui est qui, donc eh ben, je passe à 0 et sans vous prévenir vraiment. Enfin, il prévient en haut à droite, il y a un truc, attention, mais ça se voit pas en fait, hein, et on a quand même 0 qui est affiché dans l'interface, et donc c'est extrêmement frustrant. On dit mais c'est pas possible, j'ai des ventes, je le sais, et en fait c'est dû à ça. Donc moi ça m'arrive régulièrement, alors je passe souvent donc en basé sur l'appareil pour changer ça. Mais après, ça change tout le reporting de mes clients. Donc, ce n'est pas forcément idéal non plus. Donc, c'est difficile d'avoir une bonne solution. Donc, moi, ce que je conseille, ça va vraiment être en fonction de vous et de ce que vous avez. Si vous avez un site avec finalement peu de consentement et une forte monétisation des utilisateurs parce que vous avez la publicité sur votre site avec du CPM, etc., un rapport en mélangé, donc qui prend en compte le consent mode, ça peut être sympa. Si vous avez très peu d'utilisateurs, globalement basé sur l'appareil, ça va être mieux parce que sinon vous allez vite avoir des effets de seuil, ça ne serait pas cool. Si vous avez des problématiques de personnes connectées à la fois sur l'app, sur le mobile et sur le desktop, ça, en observer ou en mélanger, vous allez quand même pouvoir dédupliquer, c'est quand même plutôt sympa d'utiliser ça.
Et si vous avez vraiment besoin de mesurer des entonnoirs précis, et bien aussi là, basé sur l'appareil, c'est quand même beaucoup mieux. Et si vous êtes un peu entre les deux, ben, bon courage. Voilà. Alors, les conversions. Alors, conversion slash objectif. La notion d'objectif en tant que tel a disparu dans GA4. Maintenant, on parle de conversion, comme pour Google Ads, donc ben, c'est plus pratique. Une conversion, c'est un événement. D'accord, il n'y a plus d'histoire de je mets mon objectif comme une page vue ou comme les gens qui ont vu plus de 5 pages vues ou qui sont restés tant de temps sur le site. Non, il n'y a plus ça. Donc si vous souhaitez faire une conversion sur la page, merci, hein, exemple classique, il va falloir créer un événement qui se déclenche sur la page. En fait, donc il y aura la page view, qui est l'événement page view, et en plus, il faudra créer, je sais pas, un événement page merci, par exemple, que vous allez dire ma page merci, c'est ma conversion. D'accord? Donc ça, c'est quand même important à faire. Comment on crée une conversion? Alléluia. C'est beaucoup plus simple que l'interface un peu pourrie qu'on avait dans GA3. Là, en un seul clic, sans regex, sans entonnoir ou autre, vous cliquez, vous dites ça, cet événement-là, c'est un événement qui m'intéresse comme conversion, hop, je le marque. Ne mettez pas n'importe quoi en conversion. D'accord? Si vous mettez des trucs comme, je sais pas, PageView en conversion, ça va faire n'importe quoi pour votre taux d'engagement. Petite parenthèse. Donc, mettez quand même des choses qui sont intéressantes. D'accord? Et on peut créer des événements directement dans GA4. Alors, c'était un truc qu'on faisait plutôt dans Google Tag Manager, qu'on peut toujours faire évidemment dans Google Tag Manager. Mais dans GA4, il y a embarqué un petit peu des éléments de Google Tag Manager. Donc à partir d'un événement existant, donc PageView c'est un événement, et de certains paramètres, on peut dire bah, tiens, si je suis sur un événement PageView et que mon page location, donc l'URL comprend merci, dans ces cas-là, je vais créer l'événement page merci. Bon, c'est pas rétroactif, mais ça va me permettre de pouvoir dire bah, tiens, maintenant j'ai ma page merci, je vais pouvoir créer une conversion à partir de ça. Ok, donc aussi si vous avez un purchase, donc une transaction, et que je sais pas, vous avez des produits VPC, des produits abonnement ou un truc comme ça, vous dire bah tiens là je vais faire un purchase VPC, un purchase abonnement, et je peux distinguer un peu les deux comme ça, c'est plutôt sympa. Alors, j'avance vite hein, pour le coup. Est-ce que c'est une catastrophe ou une opportunité? Alors c'est une bonne question. Alors c'est un peu une catastrophe. Pour quelle raison? Bah, les rapports par défaut, ils sont quand même vachement sommaires, ils sont quand même difficiles à utiliser, on a du mal à s'y retrouver par rapport à GA3, et c'est encore un peu trop basique de mon point de vue. Donc on a les rapports d'explorateur, mais ça demande quand même un peu de configuration, donc ça c'est quand même un peu dommage. Il manque encore des données, il y a encore des trucs, mais c'est pas possible, c'était présent dans GA3 très facilement, on ne le retrouve plus. L'exemple de page de destination, mais il y en a plein d'autres en fait, et c'est quand même extrêmement bizarre en fait que à quelques mois en fait de la mise en prod complète de GA4, enfin plutôt le débranchement de GA3, il manque encore tant de données que ça. Il manque les dimensions personnalisées produits, il manque les canaux personnalisés. Enfin, c'est quand même extrêmement étonnant. Manque de doc, des explications. Il y a des trucs un peu techniques. On se demande attends mais comment ça marche ce truc? Alors nous on est Google Partner donc on pose la question à Google, mais parfois on n'a pas du tout de réponse. J'ai l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas très bien comment fonctionne leur truc parfois. C'est un peu pénible. Bon. Voilà. Et puis il y a des problèmes de seuil, d'échantillonnage. Alors ça commence à râler un petit peu parce que même ceux qui payent, parfois ils ont quand même des problèmes assez forts d'effet de seuil, donc c'est quand même un peu gênant. Et il y a encore des fonctionnalités pas encore migrées, donc c'est quand même un peu énervant pour ça. Mais il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des entonnoirs qui déchirent. Franchement, les entonnoirs d'Universal Analytics qu'on avait depuis 2005, mais quel... Bon, je vais pas être poli, c'était vraiment n'importe quoi. Okay, c'était moche, c'était calculé un peu n'importe comment, on ne pouvait pas faire grand-chose. Les 360, ils avaient quelque chose, donc ceux qui payaient, ils avaient quelque chose qui était plutôt pas mal. Mais là, en GA4, par défaut, on peut faire des entonnoirs rétroactifs, ouverts, fermés, on peut savoir le temps passé entre deux étapes. Enfin, j'ai présenté ça l'année dernière, c'est vraiment super. Des analyses en cohorte aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font des analyses en cohorte, mais je vous encourage à le faire. En gros, par exemple, on prend tous les utilisateurs qu'on a acquis lors des campagnes de Noël et on regarde qu'est-ce que ça donne en fait en janvier, en février. Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils achètent? Et donc, elle se dit tiens, j'ai dépensé 100 € par utilisateur, enfin par acheteur ici. Mais en fait, un acheteur de mois de décembre, je sais qu'en moyenne, il revient en janvier pour acheter 10 €, en février pour 5 €, etc. Et tu peux faire ça sur un an et commencer
à dire, mais en fait, il ne dépense pas que 100 € en décembre. Sur l'ensemble de l'année, en fait, c'est 200 €. Donc, je me permets de dépenser plus pour l'acquérir. Voilà, des trucs comme ça. Ils ont un modèle de données qui est cohérent. Le modèle de données basé sur les sessions qui datait de 2005, voire même d'avant, était un peu n'importe quoi parce que franchement, on ne fait plus de sessions je vais faire une session de surf. Voilà, non, ça c'était en 2000 en fait. Hein, donc non, on ne fait plus ça. Donc on est là à faire des trucs de page vue de 2 secondes et tout. Donc là, le modèle de données est cohérent, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à ce que fait Facebook. Donc, voilà. BigQuery, alors je ne vais pas évoquer, je pourrais faire une conf, une journée entière de conf sur BigQuery, j'adore cet outil. GA4 est exportable dans BigQuery, donc vous pouvez avoir tous les événements, même si vous avez 1 million de hits d'événements par jour, vous pouvez avoir tous vos événements à la microseconde, vous savez que tel utilisateur a fait telle chose. Et à partir de ça, vous pouvez le lier avec un CRM, vous pouvez lier avec Search Console, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en faisant évidemment un peu de SQL, parfois un peu complexe, mais franchement, c'est tellement appréciable. Avant, c'était que pour les... Il y en a qui payaient 100 000 € par an pour l'avoir, ça. D'accord. Maintenant, c'est gratuit pour tout le monde. Bon, BigQuery a un léger coût, mais franchement, c'est peanuts, en fait, quand vous n'avez pas des centaines de millions de hits. Et ça, c'est plus pour un peu plus tard. En fait, on a déjà la lifetime value qui est disponible dans l'explorateur. Il y a de plus en plus en fait, de métriques qui vont arriver, data-driven. C'est encore un peu basique, mais c'est vraiment le but de GA4, c'est d'aller vers plus de métriques et des métriques de plus en plus intelligentes par rapport à ça. Donc GA4 a un gros potentiel. Mais pour l'instant, c'est un potentiel qui rame un peu dans le sable, en fait. Donc, on espère que dans 1 an, 2 ans, on va pouvoir avoir un gros potentiel. Et puis surtout, GA4, c'est quand même gratuit. Hein. Donc là, il y a quand même des fonctionnalités qu'on trouve dans d'autres outils, certes, mais dans d'autres outils qui sont payants et parfois assez chers. Donc, pour un outil gratuit, ça reste quand même plutôt appréciable. Alors, mon avis, globalement, pour un usage basique, GA4, pas mal du tout, ça fait le taf. On a le nombre d'utilisateurs, on a le nombre on a ses pages vues, il y en a des événements de scroll et autres qui sont calculés par défaut, ce qui n'était pas le cas dans GA3. Donc ça, c'est super. Pour un usage intermédiaire, surtout quand on connaissait déjà Universal Analytics, c'est quand même un peu difficile parfois. Ça demande un peu de formation, ça demande un peu de changer ses habitudes. C'est pas forcément idéal. Pour le pilotage de campagne, c'est chaud quand même. Même la partie publicité dont je parlais tout à l'heure, elle est quand même un peu moins bien. On ne peut pas filtrer et tout ça, c'est quand même un peu difficile. L'intégration des campagnes ads est quand même moins bien présentée. C'est quand même un peu plus compliqué de faire ce qu'on veut. Donc pour l'instant, c'est un petit peu en dessous de GA3 et c'est vraiment dommage. Par contre, au niveau de l'usage avancé en UX, c'est génial. Franchement, vous pouvez faire des taux surtout avec le entonnoir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment, tiens, je sais, entre mon add to cart et mon purchase, je veux savoir combien de temps les gens ont mis en moyenne sur mobile, sur desktop, à quels endroits ils ont quitté l'entonnoir. Et ça, non seulement, vous pouvez le faire avec une belle interface dans GA4, l'explorateur, mais en plus, avec l'export BigQuery, vous pouvez encore aller au-delà, où vous pouvez faire des évolutions de répartition. Enfin, c'est vraiment génial. C'est cool. Alors, votre avis? Alors, je vais vous mettre un peu, je vais vous solliciter un petit peu. Qui pense que GA4 c'est une catastrophe? Bon, Philippe. Qui pense que c'est une belle opportunité? Il y a beaucoup de gens qui se mouillent pas. Ok, il y a quand même une majorité pour la catastrophe, j'ai l'impression. D'accord, mais on posera la question dans 1 an. Voilà. Ça va s'améliorer, hein, ça va s'améliorer. Et ben voilà.